votre métier? Quel est votre métier? Quel est votre parcours? Bonjour, allez venez les filles. Bon, je suis Angèle, la sage-femme pour celles que je connais pas. Donc toi Myriam, oui, c'est ça? Vera, on s'est déjà vu aussi. Oui. Toi c'est Noémie. Carolina. Ok, je vais essayer. Allez, tout le monde enfile des petites surchaussures parce qu'ici c'est un bloc. Donc tu mets par-dessus tes chaussures directement, d'accord? Hop, voilà. On enfile une petite blouse aussi par-dessus. Enlève ta petite veste peut-être parce que tu auras chaud sinon. Il fait chaud au bloc pour les bébés. Tiens, comme ça par l'avant. Voilà. Bon, et puis il y a plein de bébés qui naissent aujourd'hui. Donc, vous allez entendre des premiers cris normalement. Tiens, attends, hop, regarde, voilà. Tout le monde est équipé. Bon, bah go, allez les filles, on part en salle. Allez en salle d'accouchement. Voilà, donc ici on essaye de ne pas faire trop de bruit, on se fait discrète. Voilà, le temps de rentrer. Allez, bienvenue en salle d'accouchement. Vous n'avez pas de gros ventre, mais c'est pas grave, on va déjà essayer de montrer le... Alors, je vous explique un petit peu les différents appareils. Comme ça, vous vous imprégnez un peu de l'ambiance de la salle. Donc déjà, ici, en général, on ne se demande pas quand tu arrives. En général, tu ne te demandes pas ce que c'est, à quoi ça sert. En fait, tu t'en fous parce que tu es comme ça et tu fais... Voilà, tu as des contractions toutes les 3 minutes. Voilà, en général, c'est que le travail est bien lancé. Quand tu es ici, c'est que tu as déjà vu une sage-femme côté consultation qui t'a dit que ton col était un peu dilaté et que du coup, voilà, on passait en salle. Donc ça, c'est un appareil qui nous sert à écouter le bébé. On va entendre son cœur grâce à ce capteur-là et on va pouvoir suivre. Ça nous donne un tracé en fait sur le papier là qui va défiler tout le long où on laisse le monito. Et ben, on a un tracé qui s'affiche ici pour le cœur du bébé. Donc un cœur de bébé, ça bat rapidement, en moyenne, vers 130 pulsations. Ça, c'est la table d'accouchement qui s'installe. Myriam, allez, c'est toi qui vas être sage-femme. Allez, installe-toi. Je vais pas m'allonger comme ça. Si, allonge-toi, vas-y, viens. Viens. Voilà, tu vas voir ce que ça fait que d'être dans une table d'accouchement. Viens au milieu un petit peu. Voilà, tu peux t'allonger. Ça va, c'est confort? Ouais. Bon, donc là, tu vois, pendant tout le travail, le lit, il bouge. Regarde, hop. Moi, je vais, en fonction de ce qu'elles ont besoin, en fonction de comment elles ont envie de se placer et de ce qui est bon aussi peut-être pour le bébé et la maman, selon l'évolution du travail, je vais faire bouger le lit. Et pendant que tu es dans le lit, je vais te montrer aussi comment ça se passe quand on accouche, si tu veux, parce que le lit, il se déplie. On n'accouche pas forcément. Comment on accouche dans les vidéos, dans les films? Avec les jambes. Ouais, avec les jambes en l'air. Est-ce que vous croyez qu'on accouche que comme ça, en fait? Non, on peut accoucher à 4 pattes, non? Ouais, on peut. Quoi d'autre? Dans l'eau. Ouais. Oui, dans l'eau. Pourquoi pas? D'autres idées? Non? On peut accoucher sur le côté. Sur le côté, carrément. Les jambes repliées ou une jambe dépliée, je vous montrerai tout à l'heure. Voilà. On peut accoucher accroupi. Moi, je le fais pas trop ici parce qu'on en met partout. C'est pas très pratique. Ça, c'est le côté, c'est l'hôpital, c'est moins facile. Il y a des endroits où on peut le faire plus facilement. Moi, je fais surtout sur le côté à 4 pattes. Voilà. Quand on accouche en position gynécologique, donc les jambes en l'air, ce qu'on connaît le plus finalement, ce qui est un peu dommage parce que c'est pas très naturel cette histoire, mais bon, parfois on a besoin aussi pour pouvoir avoir le périnée ou s'il y a besoin de mettre un forceps pour aider le bébé à sortir s'il y avait besoin. Donc là, comment ça se passe? Hop, reste tranquille. Bouge pas, t'es sous péri, de toute façon tu peux pas. Donc voilà, regarde, si je te mets en position gynéco, hop là. Bon, donc voilà. C'est pas très confort, hein, on est quand même pas très à l'aise. Hein. Ouais. Voilà. Alors, C'est étonnant. c'est aussi, c'est l'hôpital, c'est parfois on a besoin de voir ce qui se passe et d'avoir un accès facile au bébé, au périnée, voilà. Après, quand la dame elle a pas de péridurale, c'est compliqué de la mettre dans cette position parce qu'elle est pas forcément bien, parce que vous savez les femmes pourquoi elles marchent bizarrement à la fin de la grossesse? Parce que le bassin il est un petit peu
souple ou... Ouais, on a une imprégnation, en fait, les hormones de la grossesse, elles font que tout bouge un petit peu, pour laisser de la place au bébé quand il va descendre aussi. Et donc c'est vrai que du coup, tout gigote un peu, mais il y a le poids du bébé, et puis il y a aussi tout ça qui s'agite là, donc voilà. Et ça sert aussi, du coup, à ce que le sacrum il puisse bouger derrière, parce que le bassin, c'est pas un seul morceau. Et du coup, le fait que ça puisse bouger, le bébé il va avoir plus de place pour passer. Alors quand on la met comme ça, c'est pas forcément l'idéal, parce que du coup, elle a tout l'arrière du bassin qui repose sur le lit. Donc nous, on va essayer d'arranger les choses un petit peu, de lui soulever un petit peu le bassin pour aider au passage du bébé, en fait. Quand le bébé il sort, le placenta il sort aussi. Alors oui, mais pas, on sort pas tout en un seul morceau. Le bébé sort, on le sèche un petit peu, on le met bien au chaud contre sa maman, on clampe le cordon, on le coupe, et là, on attend que ce placenta veuille bien arriver aussi. Donc qu'est-ce qui se passe? L'utérus, il se recontracte pour pouvoir expulser le placenta, justement. Ce qu'on appelle la délivrance. La délivrance, c'est-à-dire la fin de l'accouchement, une fois que le placenta est sorti. Voilà, c'est fait, on est tranquille normalement. Normalement, en tout cas quand tout se passe bien. Voilà. Après, du coup, l'utérus il se recontracte à nouveau pour pas saigner trop, pour reprendre sa place après au fur et à mesure des jours. Il reprend sa place tout en bas, parce qu'il est où votre utérus en fait? Il est là en bas. Ouais, il est où? Là en bas. Par là. Il est au-dessus du... comment ça s'appelle? Essaye, c'est bien. Il est au-dessus du vagin. Ouais, c'est ça. Et voilà. Mais en fait, hors grossesse, il est assez petit l'utérus, donc en fait, il est juste sur le petit os là qu'on a au niveau du bassin, là, le tout petit os. Et il est juste au-dessus. Il y a la vessie et il y a aussi l'utérus qui est là, dans le petit bassin. D'accord? Donc voilà. Sauf que pendant la grossesse, il monte parfois jusque-là. Quand on voit des femmes qui sont vraiment à terme, voilà, ça monte très très haut. Voilà. Il pousse tout sur son passage pour avoir de la place, ce petit bébé. Voilà, il s'installe. Le papa, quand il voit sa femme dans cet état, en train de stresser... Il y a toutes sortes de papas. Tu te demandes sa réaction? Ouais. Mais ils ont tous des réactions différentes, ouais, ça c'est sûr. Ouais. Mais... Il y en a, ils sont... Et puis tu sais, tout le monde n'a pas le même... Il y a des gens, ils voient une goutte de sang, ils se sentent pas bien. Puis ça dépend de leur métier aussi. La dernière fois, moi j'ai fait un accouchement avec un papa. C'est lui qui voulait sortir son bébé. Il est pompier, il a déjà fait des accouchements. Voilà, et c'est lui qui a fait naître son bébé. Donc moi je trouvais que l'idée était sympa, que la première personne qui le prenne dans ses bras, ce soit son père. J'en ai qui tombent dans les pommes. Alors on essaye de faire attention, on anticipe un peu quand on le voit devenir blanc comme un cachet d'aspirine. On lui dit asseyez-vous. En général, ils font l'effort. Ils disent non, mais ça va. Oui, asseyez-vous quand même, on verra ça après. Donc voilà. Et puis il y en a, on dirait des vrais coachs sportifs. Allez chérie, vas-y. C'est assez rigolo. C'est sympa, moi je trouve ça bien. C'est un moment. Voilà, ce bébé, c'est le leur. Ils partagent ça ensemble. C'est un grand moment quand même. Voilà, faut pas oublier ça. Il y a tout le côté médical, mais c'est une famille qui se crée. Moi, c'est ça qui me passionne dans mon métier, c'est on part de rien, on part de l'amour, on a envie d'avoir un bébé qui ressemble à notre mari parce que tellement on l'aime, on se dit que ce serait sympa d'en avoir un deuxième exemplaire, par exemple. Et 9 mois plus tard, on a un bébé. Moi, je trouve ça dingue quand même. Voilà. J'ai vu Baby Poop, je crois. Et parfois, les bébés, ils pleurent pas. Pleurent pas tout de suite. Oui, voilà. Alors, ils ont le droit d'avoir un petit temps d'adaptation. C'est-à-dire que c'est une question qu'on nous pose souvent. Ah mais il pleure pas, comment ça se fait? Attendez, laissez-lui le temps. Il était dans du liquide amniotique et on lui demande de s'adapter à une vie dans l'air. Donc, faut lui laisser le temps un peu de s'adapter. Donc c'est pour ça qu'on le sèche bien, qu'on le stimule. Et là, quand il prend sa première grande inspiration, il crie, il se met à crier. Et là, bon, c'est parti, c'est lancé. La circulation presque normale, on va dire, d'un humain, parce que lui, il n'a pas la même... Un bébé, il n'a pas dans le ventre de sa maman, il n'a pas la même circulation sanguine que nous. Donc là, il va se passer des choses au moment où il pousse le premier cri, il commence à se passer des choses. Mais du coup, il y en a, comme la naissance parfois était un peu difficile, parfois ils ne crient pas tout de suite. Et donc là, ils ont besoin qu'on les aide un petit peu. Donc il y a des bébés qui sont moins en forme à la naissance, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas aller bien. Parfois, on a besoin de les oxygéner,
On les ventile avec des ballons voilà, qui leur donnent de l'oxygène pour essayer de les faire démarrer tout doucement. C'est possible qu'une mère elle accouche au bout de 7 mois? Oui, ça arrive. Oui, ça arrive. C'est dû à quoi, Voilà. c'est dû à quoi une femme qui accouche prématurément? Il y a beaucoup de raisons. Là, je vais pas tout vous citer parce que y a plein de raisons qui font que parfois c'est nous qui sommes amenés à le sortir plus tôt s'il va pas bien. Parfois, elle se met en travail et on a des raisons parce qu'elle fait une infection ou des choses comme ça. L'utérus se met à contracter. Il y a beaucoup de raisons qui font qu'un bébé il peut naître trop tôt. Voilà. D'accord. Et s'il y a une femme qui fume, Ouais, il y en a qui fument, ouais. ça fait quoi? C'est vraiment... Alors, on essaye qu'elles arrêtent, effectivement. On sait que le fait de fumer, ça diminue justement l'échange au niveau placentaire. On sait que les échanges se font moins bien. Et donc, souvent, ça fait des petits bébés, effectivement. Donc voilà, donc on essaye de leur dire de au moins diminuer. Voilà. Et l'alcool, c'est pareil? L'alcool, le problème, c'est que on ne sait pas encore vraiment, puis ça dépend d'une femme à l'autre, donc on ne va pas forcément savoir à quel moment c'est nocif pour l'enfant. Il y a des femmes qui vont boire parfois, quand je dis beaucoup, ça dépend ce qu'on appelle beaucoup, mais il y en a qui boivent et puis l'enfant naît et il va bien. Et il y en a qui boivent vraiment très peu, qui ont bu très peu, qui se sont dit j'ai fait telle occasion dans la grossesse. Et l'enfant va mal. On a des enfants qui ont ce qu'on appelle un syndrome d'alcoolisation fœtale. Donc on voit déjà sur leur visage, ils ont des traits un peu particuliers. Et ils ont souvent un retard mental associé. Et c'est des bébés parfois, les femmes qui boivent, qui se droguent ou des choses comme ça, c'est des bébés qui font parfois des sevrages. Ils ne sont pas bien du tout à la naissance. Les femmes qui se sont droguées des drogues dures, on voit le bébé, il est en manque parce que lui, il a été habitué pendant toute la grossesse à recevoir ces substances-là. Parce que imaginez pour nous déjà quand on doit s'empêcher de manger, par exemple, quand on fait un régime et qu'on se dit « faut plus que je mange de chocolat », des fois on a des envies. Bon, et ben, la drogue, on imagine bien que pour les femmes déjà adultes, même conscientes de tout ce qui se passe, c'est difficile. Bah alors pour un bébé, le pauvre, il le subit, quoi. La cigarette, c'est une des raisons. Je suis née au fait. D'accord. Elle fumait ta maman? Oui. D'accord, ok. Et si la femme qui vient pour accoucher, il y a des complications, vous n'êtes pas toute seule à venir en salle et à s'occuper d'elle. Il y a beaucoup de personnel. Quand un accouchement se passe bien, on peut être que deux. C'est-à-dire qu'il y a la sage-femme qui fait l'accouchement et puis il y a notre auxiliaire puéricultrice qui vient et qui, elle, accueille le bébé. Pendant que moi, je fais la délivrance, voilà. Par exemple, elle va le sécher, elle va lui mettre son petit bonnet, elle lui met une couche pour pas qu'il fasse pipi partout sur maman. Et voilà, elle s'en occupe, elle fait les premiers soins. Elle me donne des choses si j'ai besoin. Voilà, on fait une équipe, droit, en fait. On fait un binôme. Voilà. Après, s'il y a quelque chose qui se passe mal, on a le docteur qui vient du coup. S'il y a besoin, par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, d'un forceps, d'une ventouse pour aider le bébé à sortir, dans ces cas-là, c'est le docteur qui s'occupe de ça. C'est un gynécologue? C'est un gynécologue obstétricien. D'accord. Voilà. Et donc, il vient prêter main forte, il vient aider à sortir le bébé, ou après, s'il y a besoin aussi pour après la naissance et que, par exemple, la femme saigne ou des choses comme ça, on l'appelle et il vient. De toute façon, si vraiment il y a quelque chose et qu'on doit se dépêcher, évidemment, on va appeler nos collègues. C'est-à-dire que si on a une collègue sage-femme, nous on travaille à deux par exemple ici, et donc s'il y a besoin, notre collègue sage-femme, on l'appelle et elle vient nous aider, comme ça on est deux. Vous avez eu quelle réaction lors du premier accouchement? Alors le premier accouchement... Quelle sensation ça vous a fait, puisque c'est... En fait, la première fois, c'est une sage-femme, pas par une connaissance en fait, qui m'a fait rentrer en salle d'accouchement. Je crois que j'avais 17 ans. J'avais quasiment jamais mis les pieds dans un hôpital. Et puis la dame a accepté que je vienne et là, m'a déguisée comme vous, de la tête aux pieds, le masque, la charlotte, tout le bébé allait...
Vraiment, je suis arrivée juste pour l'accouchement en plus, donc j'ai pas suivi le travail de cette femme, voilà. Et elle m'a dit, la dame, après coup, d'ailleurs, ça m'a fait rire, elle m'a dit, je voyais que ça avançait bien quand je poussais, parce que plus je poussais et plus vos yeux s'écarquillaient. Et moi, je me disais, oh, je crois que sous le masque, elle voyait pas ma bouche qui devait tomber avec, c'est-à-dire que je me disais, mais ils vont tout casser. C'est ça mon souvenir, je me suis dit, ils sont complètement fous. Et puis ça m'a impressionnée, quoi. Je me suis dit, mais c'est complètement dingue. C'est là que j'ai réalisé que je me suis dit, mais la nature fait des choses magnifiques. Enfin, je veux dire, le corps humain, c'est une machine incroyable. Voilà, et ce petit bébé, ce premier cri, se dire, il est tout neuf. Voilà, c'est l'arrivée sur Terre, il faut en prendre soin, il faut faire ça dans la douceur. Et est-ce que vous auriez une petite histoire à nous raconter, par exemple des mères qui ont avorté ou qu'ils ont accouché normalement mais qu'ils acceptent pas, qu'ils n'ont pas accepté leur enfant, ça vous a fait... Ah oui, ça arrive, hein. Ça c'est... moi c'est aussi ça qui a fait que j'ai été... qui m'a amenée finalement vers l'obstétrique, la grossesse, et après du coup j'ai fait des stages au bloc opératoire, voilà. Et je me rappelle d'une femme comme si c'était hier. Elle a avorté et elle pleurait après parce que je crois qu'elle voulait pas le faire en fait, cet avortement, mais alors c'est mon souvenir qui date d'il y a longtemps, mais elle pleurait, elle disait mon bébé il est parti. Je crois qu'en fait elle a avorté parce qu'elle n'avait pas le choix, parce qu'elle n'avait pas l'âge et le contexte familial qu'il fallait pour accueillir un bébé, mais je crois que ça lui a brisé le cœur et j'ai trouvé ça tellement triste, j'avais envie de rester avec elle en fait. Alors moi, je servais à rien parce que j'y connaissais rien dans le milieu médical et parce que j'étais juste là en stage d'observation, mais j'avais envie de rester pour lui tenir la main, j'avais envie de me sentir utile, de l'aider en fait. Ça m'a touchée beaucoup cette histoire et donc voilà, finalement je me retrouve quelques années après à accompagner les femmes, parfois dans le bonheur, parfois dans la détresse. Il y a ça aussi, effectivement, il y a des femmes qui décident de ne pas garder le bébé parce qu'elle se dit qu'il sera peut-être mieux ailleurs, dans une famille qui l'accueillera dans des meilleures conditions. Heureusement, c'est quand même pas notre quotidien, c'est un accompagnement particulier. Parfois, elles savent exactement ce qu'elles veulent faire, et puis il n'y a pas très longtemps, j'ai eu une femme qui ne savait pas trop, c'était compliqué, et puis finalement, elle a décidé de le garder. Donc c'est une belle histoire parce que quand elle nous disait qu'elle allait le laisser, en fait, on sentait qu'il y avait une retenue, qu'elle faisait ça, elle n'était pas libre, et elle n'était pas sûre de son choix, donc voilà. Donc là, ils sont en train de se retrouver en ce moment, ce petit bébé et sa maman, et c'est une jolie histoire, ils sont mignons tous les deux. Comment tu te sentirais plus à l'aise si tu devais accoucher ? Tu veux que je te montre sur le côté ce que ça fait ? Oui. Bon alors on essaye. On essaye. Du coup, le lit, il est un petit peu... Oh, c'est pas grave, le lit, il est un peu défait, t'inquiète pas, c'est pas très grave. Vas-y, allonge-toi, allongez-vous madame, soufflez doucement. Tourne-toi alors, sur le côté, vas-y. On va remonter un peu dans le lit du coup. Alors regarde, on va un peu adapter la position du coup. Remonte. Regarde, tu vas prendre avec cette main-là, tu vas prendre le drap là. Tu vas monter une jambe comme ça. Tu fais comme si tu avais envie de te mettre à plat ventre presque. Donc, tu vois ton bassin. Attends, tu me laisses faire ? Oui. Hop. Voilà. Elle pousse, donc on l'examine quand même. Savoir où il en est ce bébé. Et le papa, là, il est où là, notre coach qui l'aide. Bon, là, on est quand même censé avoir une table d'accouchement. Allez-y, faut l'aider. Elle a mal, elle crie. Si elle a pas de péri, t'imagines ? Pas trop comment. Donc voilà. Donc ça, c'est une des positions d'accouchement. Et le fait les femmes, parfois, on les fait pousser quelque part avec leurs mains. Ça dépend comment elles sont positionnées. Parfois, on les fait
fait tirer sur le drap, il y en a, ça leur donne plus de force. Mais il n'y a pas des femmes qui, au lieu de tirer le drap, elles tirent leur mari. Aussi. Ou elles broient la main de leur mari. Donc voilà. Mais bon, en même temps, papa, ça va, normalement, il a les mains solides. Faut qu'il... C'est sa participation. Vas-y, tu peux te retourner, reviens. Donc voilà. Bon, alors c'est une mise en situation un peu, c'est-à-dire que bon, sans contraction, sans gros ventre, sans bébé, on est un peu embêté, mais c'est bien joué.